Bonjour tout le monde. Je suis Brahim Boudarbat, professeur à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal, fellow Cyrano. J'ai l'honneur de vous présenter ce travail conjoint avec mon professeur et collègue Claude Montmarquette. Donc, c'est un travail qui porte sur la surqualification professionnelle chez les diplômés des études postsecondaires. Et ici, les diplômés postsecondaires, ça sous-entend les diplômés des collèges et des universités. Donc, on a exclu les diplômés de la formation professionnelle qui sont considérés aussi dans cette population. Alors, ma présentation, je vais parler des objectifs de l'étude, la surqualification, ce que ça signifie, la mesure, les conséquences et les causes de façon très, très brève. Et puis, la source des données, les résultats qu'on a obtenus, principales conclusions et puis certaines recommandations que nous pensons vont aider à réduire le phénomène de la surqualification. Alors, premièrement, je signale que le chapitre est tiré d'un rapport de près 120 pages que Claude et moi avons rédigé pour la Commission des partenaires du marché du travail en 2016 et qui lui aussi fait suite à un rapport qu'on a rédigé en 2012 pour Emploi Québec et qui porte sur la surqualification dans la région de Montréal en comparaison avec Vancouver et Toronto. Le plus récent, ça compare le Québec avec l'Ontario et l'ensemble du Canada. Et la motivation de ces études-là, c'était à l'effet que la qualification était considérée comme un problème. Un problème dans le sens où l'investissement dans l'éducation postsecondaire est considéré comme un investissement coûteux qui implique à la fois la société et les individus, et que pour maximiser le retour sur cet investissement, les étudiants devraient ou les diplômés devraient normalement accéder à des emplois qui correspondent à leur formation, à leur éducation, donc à leur diplôme. La surqualification est donc considérée comme un problème dans le sens où elle vient réduire le retour qu'obtient autant la société que les individus sur l'investissement dans l'éducation, sachant que, ou en prétendant que la surqualification, d'une part, c'est une situation qui n'est pas désirée, ce n'est pas souhaitable, ça ne fait pas partie des attentes des gens quand ils cherchent à acquérir une éducation. Ils ne cherchent pas à être surqualifiés, mais plutôt à occuper des emplois qui correspondent à leur formation. Deuxième chose, a été constaté et démontré que la surqualification avait un impact négatif sur les revenus. Et donc, l'impact négatif sur les revenus, ça sous-entend que le retour monétaire sur l'éducation est réduit. Et finalement, la surqualification a été vue comme synonyme d'un emploi entre guillemets, de mauvaise qualité. Et par conséquent, c'est une situation que normalement les diplômés devraient essayer d'éviter. Signalons aussi que la question de la surqualification a pris de l'importance, surtout avec l'étude de la situation des immigrants sur le marché du travail. Lorsqu'on parle de surqualification, généralement, on fait référence à des personnes formées à l'étranger qui viennent ici, mais par la suite se trouvent dans des emplois pour lesquels sont déclassés ou déqualifiés ou surqualifiés, selon le terme que nous utilisons. Et par la suite, on s'est posé la question, est-ce que la surqualification, c'est uniquement pour les immigrants ou il se peut pour que des gens qui sont nés ici, formés ici, vivent la même situation que des gens qui sont formés à l'étranger. Alors, quand la surqualification survient chez les immigrants, ce n'est pas nécessairement un problème qui concerne le système éducatif québécois et le système éducatif canadien, mais quand c'est des gens qui sont formés ici, qui sont surqualifiés, c'est là qu'on se pose la question, c'est quoi le problème avec notre système éducatif? Alors, l'étude a été faite dans le sens de comprendre cette problématique de surqualification, connaître sa prévalence, son ampleur, et si elle est présente de façon significative, penser à des solutions pour la réduire. Alors, donc, l'objectif, c'est d'analyser la prévalence, l'évolution de la surqualification, ses déterminants, conséquences, etc. au Québec, en utilisant comme point de référence l'Ontario. Donc, pour juger la situation au Québec, on va utiliser ce qui se passe en Ontario et dans l'ensemble du Canada par la suite. Mais je vous invite à, si vous voulez vraiment prendre ce que je vais présenter ici, très, très descriptif, et puis c'est seulement partiel par rapport à ce qui est dans notre rapport. Vous pouvez avoir des exemples, par exemple, l'ampleur de la surqualification que je ne présente pas ici, la consistance de la surqualification dans le temps que je ne présente pas ici, la relation entre la surqualification et les revenus que je ne présente pas ici, puis les déterminants de la surqualification à travers des régressions
multinuméraire. Alors, la surqualification, sa définition, c'est quoi? De façon très simple, c'est quand le travailleur possède plus de qualifications que ce que exige normalement l'emploi qu'il occupe. Okay, donc, par définition, surqualifié, donc avoir plus de qualifications et de compétences que ce que normalement requiert l'emploi que tu exerces. Et par conséquent, c'est qu'on mérite d'être dans un emploi plus qualifié, donc d'un niveau plus élevé. Alors ici, ça suppose deux choses. Ça suppose qu'on soit capable de mesurer les qualifications du travailleur et qu'on soit en mesure de mesurer aussi les exigences de l'emploi. Donc ça, c'est un défi. Et c'est pourquoi on a insisté sur le fait de ne pas confondre la surqualification avec la surdiplomation, parce que pour faciliter les choses, on se base sur le diplôme. Donc le niveau du diplôme comme mesure de la qualification de la personne, parce que c'est pas possible, c'est pas mesurable dans les enquêtes, les autres aspects des qualifications de la personne. Peut-être on peut mesurer l'expérience par l'âge, etc., mais c'est plus compliqué pour les emplois eux-mêmes. Si certains emplois sont clairs, comme médecin, etc., mais pour beaucoup d'emplois, c'est difficile de connaître pour nous, en tant que chercheurs, c'est quoi les qualifications. Peut-être les spécialistes sont au courant, mais pas nous. Alors, un premier élément, c'est comment on mesure la surqualification. Donc, comme j'ai dit, pour mesurer la surqualification, c'est très simple, c'est de comparer les qualifications du travailleur avec les qualifications exigées par son emploi. Mais là, comment on peut le faire dans les faits? Alors, il y a plusieurs méthodes qui ont été utilisées dans la littérature, puis il y a des études pour chaque méthode. Il y a la méthode objective qui est basée par une analyse faite par des experts des marchés du travail qui vont associer à chaque emploi, à chaque type d'emploi, un niveau de compétence particulier. Et à partir de ce niveau de compétence, on peut le comparer avec le niveau de compétence du travailleur, peut décider si le travailleur il est qualifié, surqualifié ou sous-qualifié. Donc, il arrive pour un pourcentage de travailleurs, d'ailleurs au Canada, on a à peu près 20% des travailleurs qui occupent des emplois qui exigent un niveau de scolarité inférieur au niveau de scolarité de la personne. Donc, ça veut dire qu'avec l'expérience, ça peut arriver à décrocher des emplois de niveau supérieur. Donc, c'est pourquoi j'ai mis entre parenthèses la classification nationale des professions, parce que c'est l'outil utilisé pour mettre en œuvre l'approche objective. Alors, la classification nationale des professions, c'est très intéressant, mais c'est très limité en même temps. La classification nationale des professions identifie 500 professions différentes, 500 métiers différents, et à chaque profession va associer un des 4 niveaux A, B, C, D. Donc A, c'est une formation universitaire, et D, le dernier, c'est aucune formation, aucun diplôme, mais seulement une formation en cours d'emploi. Donc on va d'un groupe d'emplois qui exige une formation universitaire, donc baccalauréat et plus, à des emplois qui n'exigent même pas un diplôme d'études secondaires. Le problème avec cette classification nationale, avec cette méthode, c'est que l'ensemble d'informations sur les qualifications des emplois est résumé en 4 catégories seulement. Donc 500 professions résumées en 4 catégories, ça rend l'information très, très agrégée. Sinon, on se tourne de façon de plus en plus vers ce qu'on appelle l'approche subjective directe, qui consiste à poser directement la question aux individus, aux travailleurs, est-ce qu'ils considèrent qu'ils sont surqualifiés ou non dans leur emploi. Il y a l'approche subjective indirecte qui consiste à demander aux travailleurs c'est quoi le niveau d'études qui a été exigé lorsque vous avez appliqué pour le poste, et on va comparer ça avec leur niveau d'études. Finalement, il y a l'approche statistique empirique, c'est juste de dire que je prends un emploi ou une profession particulière, je vais observer le niveau d'études, le domaine d'études, ou n'importe quoi, qui est le plus fréquent parmi les travailleurs qui occupent cette profession-là. Alors bien sûr, il y a une autre méthode qui s'est développée récemment qui se base sur le revenu, qui va dire par exemple si quelqu'un finit son diplôme, obtient son diplôme, et s'attend à un revenu sur le marché du travail, donc il y a ce qu'on appelle un revenu espéré, et on va le comparer avec le revenu effectif. Donc si la personne se trouve en dessous des revenus qui est normalement payé à la personne qui a les mêmes qualifications, on le considère comme étant surqualifiée. Donc elle est payée moins que ce qu'elle devrait recevoir, et ça serait attribué à la surqualification. Bon, chaque méthode a des points positifs et des points négatifs, mais si vous remarquez, à part l'approche subjective, toutes les autres, c'est des comparaisons de niveau d'études. Donc, c'est toutes des
Ils ne vont pas mesurer la surqualification, mais plus la surdiplomation, la suréducation. Euh, mais le problème, c'est que même si moi je veux utiliser par exemple l'approche subjective indirecte, est-ce que j'ai l'information pour le faire? Donc la plupart des cas, les chercheurs ne peuvent utiliser que la méthode que leurs données leur permettent d'utiliser. Alors, comme je n'ai pas de temps, je vais peut-être aller vers les résultats. Alors, notre source de données principale, c'est l'enquête nationale auprès des diplômés qui a été réalisée en 2013 auprès des finissants de 2009 et 2010. Donc, ce sont des diplômés canadiens qui sont sur le marché du travail pour 3 jusqu'à 4 ans. Ça dépend de l'accord. C'est une étude transversale, donc elle a été réalisée en 2013, mais avec des questions rétrospectives. Donc, on peut demander un peu comme l'étude qui a été utilisée par, comme l'enquête qui a été utilisée par Bernard Fortin ce matin. Donc, c'est exactement la même, c'est juste celle-là est le plus récente que celle utilisée par Bernard. C'est un échantillon quand même consistant, donc à peu près 26 000 diplômés universitaires et collégiaux, dans à peu près le 1/5 qui se trouve au Québec. Puis une question, c'est en fait, tout à l'heure Catherine parlait d'un manque de données, mais ici on a une base de données très riche qui est très peu utilisée, qui est disponible. Donc on est dans la situation opposée, pour des données très riches, mais qui sont très très peu exploitées. Et, la question, c'est pourquoi. Alors, un exemple de question qu'on pose, c'est comme celle-là. Compte tenu de votre expérience, de votre niveau d'éducation, de la formation que vous avez reçue, pensez-vous être surqualifié pour l'emploi que vous occupiez la semaine dernière? Donc, vous voyez, on prend l'expérience, le niveau d'éducation, la formation. Donc, pensez-vous c'est une belle question, mais la réponse, c'est un peu un inconvénient des méthodes subjectives, c'est que deux personnes qui sont exactement dans la même situation peuvent donner des réponses différentes. Donc ça encore, l'aspect subjectif est présent, c'est tout à fait normal. Ça, c'est la répartition des diplômés selon le niveau d'études. Peut-être deux principales différences. J'étais un peu surpris de voir qu'il y a moins de diplômes d'études collégiales au Québec qu'en Ontario, mais c'était attendu un peu d'avoir plus de certificats universitaires au Québec. Hein. Un peu, c'est attendu. Puis il y a plus de diplômes d'études supérieures au Québec qu'en Ontario. Bon, ça, c'est pas l'objectif ici de comparer le niveau de scolarité des travailleurs ici, mais en termes de taux de chômage, donc c'est un peu au total, vous voyez le Québec a un taux de chômage de 5,3% versus 6,2% en Ontario. Et en général, les taux de chômage sont relativement moins élevés. Remarquez, pour diplôme d'études supérieures, 7,7% en Ontario, 4,9% au Québec. Donc, il y a quand même des différences importantes. Et ça, c'est tous des diplômés du Canada. Je pense tout à l'heure, il n'y a pas des diplômés de l'étranger ici. C'est toutes des universités, des collèges canadiens. Donc, on soustrait ici la question des formations étrangères. Un graphique très intéressant qui met en relation donc le taux de chômage ici, le taux de surqualification. Donc, comment le taux de surqualification varie en fonction du taux de chômage. Et puis, il y a une relation positive, mais remarquez que la relation au Québec en bleu et la relation en Ontario en vert. Et donc, il y a une relation plus forte en Ontario qu'en Colombie-Britannique, qu'au Québec. Ça veut dire qu'à taux de chômage égal, le taux de surqualification est plus élevé en Ontario. Bon, j'ai discuté de cette situation avec Claude longuement, à l'effet que normalement, le taux de chômage, donc on essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ces résultats-là. Quand le taux de chômage est élevé, donc on a tendance à accepter n'importe quel emploi pour travailler. Et donc, la probabilité de surqualification est plus élevée quand le taux de chômage est plus élevé. C'est normal. Mais d'un autre côté, si les taux de chômage sont élevés, que les gens acceptent des emplois pour lesquels ils sont surqualifiés, ça devrait entraîner une baisse des taux de chômage. Des gens qui sortent de la surqualification du chômage vers la surqualification, donc le taux de chômage devrait baisser. Alors, ce que ça veut dire ici, c'est qu'en Ontario, les gens acceptent dans une proportion très élevée des emplois pour lesquels ils sont surqualifiés, et pourtant les taux de chômage demeurent très élevés. Donc, ils sont doublement pénalisés. Donc, disons qu'ils n'ont même pas accès à des emplois pour lesquels ils sont surqualifiés.
Et dans ce sens-là. Mais bref, donc 5 minutes, je vais aller plus vite. Donc, au cas où je n'ai pas le temps, je vais vous annoncer nos principales conclusions. Le taux de surqualification est important, quelle que soit la mesure. On a utilisé 4 mesures différentes et toujours, on a à peu près un tiers des diplômés qui sont surqualifiés. C'est le domaine d'études qui explique le plus le taux de surqualification. En fait, les domaines d'études sont généralement classés en deux groupes. Il y a ce qu'on appelle les domaines spécifiques, donc qui mènent vers des métiers, mais de santé, éducation, etc., ont des taux de surqualification relativement faibles. Puis il y a ce qu'on appelle les domaines d'études à vocation générale, donc qui donnent lieu à des taux de surqualification très élevés. Mais ce qui est très important, c'est que la situation québécoise est beaucoup meilleure comparativement à celle de l'Ontario. Et ça, c'est un de nos résultats les plus importants. Et finalement, comme je vais le montrer tout à l'heure rapidement, c'est que une fois qu'on a fait notre étude, on n'est plus sûr que la surqualification est vraiment un problème. Et si la surqualification n'est pas vraiment un problème sur le marché du travail, on a pensé que c'était inutile de faire des recommandations. C'est faire des recommandations pour un problème en fait, qui a pas, donc on risque de créer un problème qui n'existe pas. Et donc, euh, alors rapidement, je vais peut-être insister sur l'approche subjective. Donc, c'est les résultats, les taux de surqualification selon ce que pensent les diplômés eux-mêmes. Donc, au Québec, c'est 30%, en Ontario, c'est 34%. Il y a une différence de 4 points de pourcentage au total. Lorsqu'ils utilisent l'approche de la classification nationale des professions, l'écart est énorme, donc 8,5 points de pourcentage de différence. Okay? Et je rappelle toujours que c'est des gens qui sont formés au Canada. Donc, pas de, les taux de surqualification selon le plus haut diplôme, donc encore une fois, ça, vous voyez la différence entre le Québec et l'Ontario. À part pour les études supérieures, mais en général, les diplômés du Québec se performent beaucoup mieux que ceux de l'Ontario. Il y a des différences selon les domaines d'études. Donc, vous avez art visuel, agriculture, services personnels, sciences humaines, etc. C'est des domaines à taux de surqualification élevé. Et à l'opposé, donc éducation, santé, etc., c'est connu d'offrir des conditions de travail meilleures. Lorsqu'on pose la question aux diplômés sur le lien entre l'emploi occupé le programme qu'ils ont complété, donc vous voyez au Québec, c'est les 2 tiers. En Ontario, c'est à peu près la moitié. Donc, vous voyez, c'est encore une différence énorme entre la situation des diplômés du Québec et ceux de l'Ontario. Et puis, pour un peu ce qui nous a rendu très confus, c'est la question sur la satisfaction. On a pensé que, théoriquement, qu'il y a quelqu'un qui est surqualifié, c'est qui est dans une situation qu'il n'aime pas, et par conséquent, il ne serait pas satisfait. Alors, on était un peu surpris de constater que, au total, donc 94% des diplômés du Québec sont satisfaits ou très satisfaits de leur emploi, versus 89% de ceux de l'Ontario. Et lorsqu'on regarde ceux qui pensent être surqualifiés, sont quand même 86% être satisfaits ou très satisfaits de leur emploi. Alors on pense que quelqu'un qui est satisfait, donc il ne va pas chercher à changer d'emploi, on présume. Pourquoi ils sont satisfaits d'abord? On a dit que peut-être une des explications, bon, Claude pense que les gens sont généralement satisfaits de tout, donc ouais. Donc, peu importe la question qu'on leur pose, satisfait de n'importe quoi, la plupart des gens ont tendance à répondre oui. Je pense s'y confirmer ici. Mais, mais le fait d'être satisfait d'un emploi pour lequel on est surqualifié, sachant que nous, on disait que la surqualification, ça mène les personnes à vouloir changer d'emploi, à regretter leur choix éducatif et tout ça. Ça ne semble pas être le cas ici. Premièrement, ils sont très satisfaits. Deuxième chose, que les 2 tiers des personnes surqualifiées choisiraient le même domaine d'études, le même niveau de formation s'ils ont à refaire. Donc, le fait d'être surqualifié, ce n'est pas parce qu'on pense être surqualifié qu'on n'aime pas notre domaine d'études, qu'on n'aime pas la vocation qu'on a choisie. Donc, ça laisse croire que pour une grande partie de jeunes, le choix d'un domaine d'études n'est pas nécessairement lié à ce qu'on compte faire après sur le marché du travail. Et donc, même si on vit une mauvaise expérience sur le marché du travail, si on a à refaire, on va refaire le même choix encore une autre fois. Et remarquez ici qu'il y a à peine 29% de personnes surqualifiées qui ont cherché
nouvel emploi. Donc, ça veut dire qu'ils sont satisfaits de leur emploi, ils veulent le garder et sont satisfaits de leur choix éducatif. Alors, j'ai terminé. Oui. Juste rapidement, pour quelques recommandations, même si j'ai dit tout à l'heure, on n'avait pas vraiment besoin de faire des recommandations. Peut-être il faut le faire pour l'Ontario, mais pas pour le Québec. Mais on a pensé que un taux de surqualification élevé, ça ne justifie pas la réduction de l'investissement dans l'éducation. Ça ne justifie pas du tout qu'on empêche des jeunes d'acquérir l'éducation qu'ils veulent. Bon, bien sûr, il y a toujours, est-ce qu'on leur laisse le choix de faire ce qu'ils veulent et vivre la situation qu'ils veulent sur le marché du travail? Mais ça, on peut un peu, si je fais la liaison de la présentation de Michel ce matin, ça revient à dire à réduire les frais de scolarité pour des gens qui sont exposés à la surqualification de façon très, très importante. Claude pense le contraire. Que si tu... bon, je vais, pour ne pas être responsable, donc je vais nommer Claude. Claude pense que si on est prêt à investir comme société, mais si des gens vont se retrouver dans des situations, il faut que peut-être qu'il faut que les gens se responsabilisent en quelque sorte. Et donc peut-être on irait à l'encontre de la proposition de Michel ce matin. Mais sinon, on pense que certains mécanismes de la surqualification pourraient être considérés comme un déséquilibre sur le marché des compétences. Et donc, s'il y a des mécanismes qui fonctionnent bien sur le marché, ces mécanismes-là, à travers les salaires, etc., et des réactions des systèmes éducatifs et des employeurs, ça pourrait aider à réduire la surqualification. Nous pensons que l'information est très importante, mais remarquez qu'il y a 2/3 des surqualifiés qui vont refaire le même choix. Donc, même s'ils sont bien informés après, ils vont refaire la même chose. Et puis, les rôles des agences d'emploi, on a trouvé quand même dans les régressions qu'on a faites que les gens qui ont trouvé un emploi à travers les agences d'emploi publiques, privées ou le service de placement de l'université avaient en général avaient des emplois d'une meilleure qualité. Alors, merci beaucoup.